On est peut-être à un moment de chevauchement de bascule potentiel de l'humanité. On n'est pas peut-être, on est à un basculement de l'humanité. L'homme qui vivra 1000 ans est déjà né. Et je maintiens. Tu maintiens. Le monde va tellement être impacté par la technologie que d'avoir des gens qui n'y comprennent rien est suicidaire. Donc les candidats à la présidentielle qui sont des burnes en IA, soit ils se forment, soit on vote pas pour. Salut et bienvenue dans Les Découvreurs. Aujourd'hui, un épisode extrêmement dense. On va parler d'intelligence artificielle, on va parler de l'avenir de l'humanité. On va poser les vraies questions aujourd'hui sur l'IA, sur la superintelligence, sur la médecine, sur le transhumanisme, sur l'eugénisme. Je suis super content de cet épisode. J'espère que vous allez vraiment l'apprécier. Je vais accueillir Laurent Alexandre, qui est une référence dans énormément de domaines et qui écrit depuis des années sur l'IA et qui est vraiment un des experts du domaine, avec un parcours que vous allez voir complètement dingue. Vous allez le découvrir au fur et à mesure. Merci d'envoyer le petit commentaire qui va bien pour nous aider, le like et surtout l'abonnement, ça m'aide et ça nous aide beaucoup pour avoir justement et accueillir des profils comme celui-là. Merci d'avance et merci aussi à Ricordia, notre partenaire sur cet épisode des studios d'enregistrement à Nice. Vous avez 4 salles à disposition, vous pouvez enregistrer votre podcast clé en main, tous vos contenus, que ça soit YouTube, Instagram si vous êtes formateur, vous êtes une entreprise, vous pouvez faire du live, vous pouvez absolument tout faire. Merci à Ricordia, ça se passe sur ricordia.fr, vous avez toutes les infos dans la description et sans plus attendre, c'est parti pour les découvreurs avec Laurent Alexandre. Laurent Alexandre, bienvenue dans les découvreurs. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis très heureux de t'accueillir. Je vais tenter de réussir à te tutoyer parce que c'est ce qu'on avait dit juste avant. Et il est possible que je revienne sur le vous, mais n'hésite pas à me corriger. Je fais très rapidement. Le jeu de la présentation, ça va être tout à fait subjectif, probablement incomplet, mais c'est que pour les gens qui ne te connaissent pas, puissent très rapidement raccrocher le train. Tu es un ancien chirurgien, urologue de formation. Donc médecine, haut fonctionnaire, chroniqueur, écrivain, entrepreneur, investisseur dans les NBIC. Tu as également fait un MBA à HEC en parallèle de l'internat de médecine. Tu as fait l'ENA, tu as été rapidement haut fonctionnaire et tu as confondé une société qui s'appelait Medcost, qui a été introduite en bourse en 2000. Tu as également créé Doctissimo, ça je ne savais pas du tout, j'ai appris ça, c'est incroyable. Revendu 139 millions à l'époque à Lagardère, donc bien joué pour l'exit. Et tu as racheté, et tu présides actuellement DNA Vision, qui est une société belge de séquençage. J'ai surtout, entre-temps, créé une dizaine de startups dans le domaine de l'IT, de l'IA, donc certaines plus grosses que Doctissimo. C'est vrai ? Ah bon, on va en parler parce que c'est super intéressant. J'ai dit que ça allait être incomplet. Hein. Ok, donc ça on va en parler, on le garde de côté. T'es souvent présenté comme un futurologue. Tu défends le transhumanisme, ou en tout cas, les gens disent que tu défends le transhumanisme. Parce que j'analyse le toboggan transhumaniste. Parce que c'est toujours pareil. Ce qui est différent. Entre ce que disent les gens et ce que tu penses, et c'est aussi le... Quand tu es un historien spécialiste de Staline, t'es pas nécessairement stalinien. Exactement. T'as écrit l'an dernier, ChatGPT va nous rendre immortels, un des nombreux bouquins que t'as écrit, on va en parler. Et il y a quelques citations de toi qui sont connues. L'homme qui vivra 1000 ans est déjà né. Dans un TED en 2012, je me rappelle très bien. Et je maintiens. Tu maintiens. Je me rappelle très bien de cette phrase, elle a fait très grand bruit dans la presse et je me rappelle très bien de l'avoir vu passer. Dans le même TED, tu as dit que dans une quinzaine d'années, le cancer va disparaître. Est-ce que tu maintiens aussi ? Oui. On va en parler. Va devenir une maladie chronique, disparaître autant en tant que maladie mortelle, mais ne va pas disparaître parce que oui, bien sûr. Le cancer est une maladie très générale, liée à des raisons biologiques qu'on peut difficilement effacer. En revanche, on peut transformer le cancer en une maladie chronique, comme on a transformé le sida en une maladie chronique qui ne tue plus aujourd'hui. Ok. Et il y a deux autres citations qui n'ont rien de sérieux, mais moi qui m'ont beaucoup plu quand j'ai préparé cette émission. La première, c'est « Le QI est un meilleur proxy de l'intelligence que la taille de la bite ». C'est clair. Ça m'a beaucoup fait rire. On en parlera. Mais c'est imagé, mais c'est vrai que le QI est un indicateur imparfait, mais c'est vrai que si on a à choisir entre la taille de la bite et le QI pour savoir si quelqu'un est malin ou pas, je conseille de prendre le QI. Ça m'a beaucoup fait rire. Et sur un sujet plus sérieux, tu as dit « Seul le développement technologique peut décarboner l'économie mondiale ». Et ça, j'aime beaucoup. À moins d'accepter de retourner dans des grottes. À l'âge de pierre. Voilà pour la présentation. Alors, ça c'est très dense. Quand on a préparé l'émission, je t'ai dit que moi, j'aimerais qu'on aille sur l'axe un petit peu, finalement, de la dystopie. Okay. Qu'est-ce qui va être le futur, et notamment, avec les sujets qui nous intéressent aujourd'hui, l'IA, la robotique, etc., et notamment le transhumanisme. Et tu m'as dit, la dystopie, c'est bien mignon, mais... nous, imaginer le futur, c'est comme se mettre à la place d'un mec du Moyen-Âge qui
qui est incapable d'imaginer ce qu'on est aujourd'hui, les semi-conducteurs, l'électricité, etc., etc. C'est quoi ta vision déjà sur ce que sera le futur? Il va être un peu différent de ce qu'on imaginait encore il y a 20 ans. Bon, il va être hyper technologique, avec un développement de l'IA, des technologies NBIC encore plus rapides que prévu. Comme je le raconte souvent, la veille de la sortie de GPT 3.5, ce que fait aujourd'hui les nouvelles versions de ChatGPT en médecine, je n'envisageais pas que ça puisse arriver avant 2050. Et pourtant, j'ai écrit plein de bouquins sur l'IA, j'ai écrit des centaines d'articles sur l'IA dans Le Monde, Le Figaro, L'Express, j'ai fait beaucoup de conférences, je me suis beaucoup intéressé au sujet de l'IA, et je me suis complètement trompé. Je n'ai pas vu la puissance de la dynamique des architectures transformers qui ont donné les LLM comme ChatGPT. Donc la prédiction technologique est très difficile. Mais comme autre tendance qui, elle, pourrait conduire à la dystopie, on a le développement du chaos géopolitique, on voit où Trump nous mène, on a la très grande difficulté d'absorption par la société du choc technologique et notre impréparation. Les politiciens sont en général nuls en IA, beaucoup de patrons sont nuls en IA, les organisations syndicales ne comprennent pas le sujet, la société civile a du mal à courir après l'évolution technologique, l'éducation, la formation ne sont pas prêtes, donc on a un vrai risque de décalage important entre la cavalcade technologique et puis la capacité d'absorption de la société. Ce d'autant que nous ne savons pas aujourd'hui, par l'éducation, réduire les inégalités intellectuelles. C'est factuel. Si l'école réduisait les inégalités intellectuelles, ça se saurait. Donc on risque d'avoir une société où il y aura des perdants et des gagnants, encore plus que par le passé. Car il est clair que les gens les plus malins, les plus innovants, les plus plastiques, les plus adaptables, qui apprennent vite, vont être favorisés dans l'économie de l'hyperconnaissance que l'intelligence artificielle est en train d'amener. Donc on a un mélange d'éléments géopolitiques, sociétaux et puis technologiques qui conduit à beaucoup d'incertitudes. Pour ne prendre qu'un exemple du degré d'incertitude immense qui existe aujourd'hui, Dario Amodei, à plusieurs reprises depuis 4 mois, c'est le fondateur de Claude, qui est l'un des grands modèles d'intelligence artificielle à côté de ChatGPT et de Grok. Dario Amodei a répété plusieurs fois qu'il est convaincu qu'en 2037, l'espérance de vie humaine aura déjà dépassé 150 ans. Et Dario Amodei n'est pas seulement l'un des start-upers et spécialistes de l'IA les plus doués au monde, il est aussi biologiste. Demis Hassabis, qui a eu le prix Nobel de biochimie et qui est le patron de Google IA et qui a développé une IA qui a permis de trouver la structure tridimensionnelle de 200 millions de protéines, est également convaincu qu'on est dans une révolution de la longévité, de la biologie, de la médecine, etc. etc. Donc on a beaucoup d'incertitudes liées à la technologie qui galope plus vite que prévu, et en plus, on a un choc sociétal, un choc politique, un choc géopolitique, avec l'alliance entre Trump et Poutine, qui casse nos logiciels. Mon logiciel cognitif, mon logiciel intellectuel, mon logiciel politique a été cassé depuis l'arrivée au pouvoir de Trump. Le monde qui se dessine est un monde différent de celui dans lequel je m'étais construit. Et c'est un choc. Alors, je vais survivre. Enfin, j'espère. Mais j'ai été, comme beaucoup de mes amis, très choqué. Je pensais que Trump serait un peu foufou, comme il l'était il y a 8 ans. Je n'imaginais pas qu'il expliquerait que Zelensky avait attaqué la Russie, que Poutine était gentil et que Zelensky était un dictateur. Je n'imaginais pas qu'on rentrait dans un monde orwellien. Donc oui, l'énorme puissance de l'intelligence artificielle qui conduit à l'explosion des technologies NBIC, les nanobiotechnologies, l'informatique, les sciences du cerveau, et qui génère des tensions sociétales importantes parce qu'une partie de la population va avoir du mal à suivre le choc technologique, s'accompagne d'un bouleversement géopolitique qui crée une dynamique qui est vraiment imprévisible. On avait déjà du mal à voir le futur pour des raisons technologiques. Là, on a en plus un choc géopolitique avec un vrai risque de guerre et puis
de voir ses amis devenir ses ennemis en géopolitique, c'est compliqué à gérer. Surtout quand on est, comme l'a été l'Europe depuis 50 ans, une couille molle qui achète tous ses armements aux États-Unis, qui sont contrôlés par le Pentagone. Les F-35 que l'Europe entière a achetés ne peuvent pas décoller sans une clé informatique qui est fournie par les Américains. Les missiles nucléaires des Britanniques, ils sont fabriqués par Lockheed, ils ne sont pas fabriqués par les Britanniques. On pourrait multiplier les exemples de notre dépendance, et je ne parle même pas de l'intelligence artificielle militaire et de la cybersécurité, de tout ce que fait la NSA et qui aidait jusqu'à présent l'Europe. On voit d'ailleurs ce caractère très fort de dépendance qu'on a dans le fait que depuis 24 heures, les États-Unis ne donnent plus de renseignements militaires à l'Ukraine, ce qui rend l'Ukraine aveugle face à la Russie, alors que jusqu'à présent, les satellites américains, l'espionnage américain aidaient Zelensky à se battre contre la Russie. Il y a quelques années, tu ne voyais pas la singularité avant 2100. J'imagine que ça a énormément changé depuis. Moi, j'ai l'impression, quand j'analyse un petit peu la masse du grand public, pas les gens qui sont dans la tech, pas les gens qui sont initiés, etc., mais la masse du grand public, on a l'impression que l'IA, c'est juste un truc pour gagner un petit peu en productivité, à qui poser des questions la nuit quand on ne sait pas à qui parler, et qui peut faire nos devoirs quand on est un gamin, etc. Est-ce que il va pas se passer vraiment un bouleversement civilisationnel profond si jamais on dépasse la singularité? Alors, la singularité, c'est un moment où l'intelligence artificielle prend conscience d'elle-même et croît de façon extrêmement rapide. C'est-à-dire passe d'un léger dépassement de l'homme à un dépassement très rapide de tous les humains en quelques semaines, quelques mois, peut-être quelques heures. Ça a été Vinge et puis Ray Kurzweil qui ont développé cette vision de l'avenir de la technologie. Alors, moi, la singularité, je n'y croyais pas trop. Je croyais à une évolution significative de l'IA avec des conséquences politiques, éducatives importantes, mais l'explosion à laquelle on assiste depuis 2 ans et demi, moi personnellement, je la croyais plus s'étaler dans le temps. J'ai, comme la plupart des gens qui s'intéressent au sujet, été très étonné. Et je considérais que Ray Kurzweil, qui voyait le dépassement de toute l'intelligence humaine par l'IA en 2029, déconnait un peu. Aujourd'hui, je me rends compte que les gens comme moi, un peu timorés, avaient tort, même si j'étais considéré comme un fou. Oui, tu étais déjà le plus énervé. Voilà. Ouais. Mais j'avais tort et Kurzweil avait raison. Et donc la possibilité d'une explosion de l'IA, pas forcément sous forme Terminator hostile à l'humanité, aujourd'hui ne peut pas être exclue. En tout cas, j'ai toujours su, dans mon fort intérieur, qu'on était dans un brouillard technologique, mais il est encore plus important que je l'imaginais, et l'explosion de la technologie est plus rapide que je l'imaginais. Donc je suis devenu encore plus prudent que je pouvais l'être il y a 3 ans avant la sortie de GPT 3.5. Et quand tu regardes tous les grands noms de la tech, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, mais Musk, il dit qu'on est vraiment sur l'horizon des événements, de la singularité. Sam Altman, il estime qu'en 2038, l'intelligence humaine représentera 0,1% de l'intelligence totale sur Terre et l'IA 99,9%. C'est quoi le monde de demain? Parce que, ok, admettons, on dépasse la singularité, l'IA s'auto-améliore, la robotique s'auto-améliore, l'IA améliore la robotique, les implants, tout ce qu'on veut. Qui travaille? Qu'est-ce que fait l'homme? Alors, moi j'ai toujours défendu l'idée qu'on pouvait améliorer le système éducatif de manière à rendre les hommes complémentaires de l'IA. De manière à ce que IA plus les humains, ce soit mieux que l'IA sans les humains. Qu'il y ait une complémentarité entre les 2 facteurs de production que sont l'intelligence humaine et puis l'intelligence artificielle. Alors ça ne se passe pas exactement comme ça. À ma grande surprise, des poches de non-complémentarité sont en train d'apparaître. Moi, j'étais convaincu que l'IA allait nous dépasser, mais j'étais convaincu que IA plus moi, ce serait mieux que IA sans moi. En médecine, par exemple, c'est aujourd'hui le contraire.
Si on prend les dernières études, celles de Stanford et d'Harvard par exemple, l'IA est autour de 35%, les médecins sont autour de 35% de bons diagnostics sur dossiers compliqués, l'IA est à 85%, ok, mais la grosse surprise c'est que IA plus médecin fait 15% de moins que IA sans médecin. Ça veut dire qu'on n'est pas complémentaire, en tout cas en médecine, on est anti-complémentaire. Quand on rajoute un docteur biologique comme moi à l'IA, on soigne moins bien les gens. Ça, c'est très troublant, c'est inacceptable socialement. Donc le combat pour la complémentarité, il n'est pas gagné. C'est-à-dire, même quand on est Bac+10, qui est un médecin spécialiste, on n'est pas spontanément et de façon fastoche complémentaire de l'IA. Donc, et une société dans laquelle IA plus moi, c'est moins bien que IA sans moi, est une société où le travail est fortement challengé. Alors tout le monde essaie de construire des IA qui soient pro-worker, comme disent les Américains. Mais comme le disait dans l'ancien conseiller IA de Joe Biden dans le New York Times avant-hier, on veut tous que l'IA et le travail humain soient complémentaires, mais ça va être vachement dur, hard, et c'est pas gagné. Donc le système éducatif aujourd'hui, la formation professionnelle des adultes, l'université ne forment pas les gens à être complémentaires de l'IA. Et le travail à faire pour que IA plus moi ce soit supérieur à IA sans moi, il n'est pas simple, pour moi comme pour n'importe qui, bien sûr. Et ça, c'est plus violent qu'on l'imaginait. Moi, je n'imaginais pas que les médecins dégradent les performances de l'intelligence artificielle, même si j'étais convaincu que l'IA allait nous dépasser. Mais c'est un choc narcissique, c'est un choc psychologique. Ça fait quelques mois qu'en médecine, l'IA m'est très, très supérieure. Je suis moins bon que l'IA pour analyser un dossier. Je m'y attendais. Je ne vais pas me flinguer, mais c'est quand même un bouleversement quand on a, comme moi, passé 11 années pour avoir sa qualification en chirurgie, 11 années d'études. C'est quand même un choc de se voir dépassé par l'IA. Donc, moi, je suis embêté parce qu'on n'a vraiment pas réfléchi et qu'on ne travaille pas à ce problème de la complémentarité entre l'IA et les humains. Et d'autre part, on commence à voir des effets grave et délétère de l'arrivée de l'IA dans le système éducatif. Un papier de cette semaine dans le New York Times analyse l'utilisation des outils comme ChatGPT par les étudiants. Alors une étude anglaise, par exemple, montre que 92% des étudiants se servent de ChatGPT et de ses équivalents. 88% s'en servent pendant les examens, pendant les évaluations, les assessments, puisque la plupart des évaluations ne sont pas faites dans des classes fermées avec un surveillant et avec... voilà, on a le droit de faire les assessments à la bibliothèque ou chez soi. Mais le plus grave, il n'est pas là. Le plus grave, c'est comme on commence à voir du de-skilling. C'est-à-dire qu'on voit que les étudiants cessent d'apprendre certaines choses. Forcément. Parce que l'IA fait mieux qu'eux. Et donc, ils ne voient pas l'intérêt d'apprendre des savoir-faire où, de toute façon, ils sont déjà écrabouillés par l'IA. Et quand ils ne sont pas cons, ils imaginent bien que ça ne va pas s'arranger dans 5 ou 10 ans. Et même dans des universités de qualité, comme Cambridge, une étude a montré qu'à Cambridge, les étudiants n'arrivent pas à améliorer ce que fait l'IA. Parce qu'on imaginait que les gamins allaient se servir de ChatGPT, des dernières versions de ChatGPT, puis derrière, ils allaient ajouter de la valeur ajoutée. Ils allaient rendre ce que ChatGPT produit meilleur. Et en réalité, on se rend compte qu'il n'y a quasiment pas d'amélioration de ce que produit ChatGPT par des étudiants, même à Cambridge. En tout cas, sur les étudiants des 3 premières années à Cambridge. Donc ce phénomène de de-skilling, il est problématique. Si les gamins arrêtent de bosser, ils ne risquent pas d'être complémentaires de l'IA, on risque d'avoir une société, cette fois-ci, dystopique, dans laquelle tout le travail est géré par l'IA et dans lequel, finalement, les jeunes générations ont peu de place sur le marché du travail. Alors, il faut bien sûr l'éviter, mais j'en discutais avec le plus jeune de mes gamins, qui fait des sciences à Cambridge.
Et il me disait, l'année dernière, 100% des étudiants en sciences apprenaient à coder en Python. Cette année, on est à 0%. Forcément. En un an, les jeunes de Cambridge, qui est quand même la meilleure université d'Europe, ils sont passés de j'apprends à coder à c'est pas la peine d'apprendre à coder. Et puis les déclarations de Sam Altman expliquant qu'en novembre 2024, ChatGPT était le millionième meilleur codeur, l'équivalent du millionième meilleur codeur humain sur Terre, qu'on est passé à 10 000 à l'automne 2024, qu'on est aujourd'hui 175 et qu'il y a une nouvelle version de ChatGPT qui n'a pas été rendue publique, qui est équivalente au 75e meilleur codeur au monde, pardon, 50e meilleur codeur au monde, et que à Noël prochain, à Noël 2025, ChatGPT sera meilleur que le meilleur codeur au monde. Ça n'engage pas les jeunes à apprendre à coder. Alors, ils vont devenir architectes informationnels, mais par rapport à la façon dont travaillaient les jeunes étudiants en sciences il y a encore 1 an ou 2, c'est une vraie cassure. Donc le risque que les gamins bossent moins, apprennent moins de choses, se découragent, renoncent à se battre et deviennent des grosses feignasses plantes vertes, n'est pas nul, y compris dans les grandes universités. Et ça accélérerait la déqualification de l'IA, parce que si on bosse beaucoup et qu'on apprend plein de choses, qu'on est très cultivé et qu'on court très vite pour rattraper l'IA, on peut peut-être être complémentaires. Mais si on joue les grosses feignasses ne faisant rien et faisant tout faire par l'IA et par les robots intelligents, la déqualification de l'humanité, même de ces élites, devient un vrai risque. Honnêtement, quand je regarde très froidement la rapidité galopante de l'IA et l'adaptabilité des universités, des politiques, de la société, j'ai l'impression que le combat est perdu d'avance. Le combat n'est pas gagné. Il y a une grande inertie, il y a beaucoup de décideurs qui sont des technophobes. Si on prend les politiciens, des politiciens qui comprennent l'IA, qui sont déjà bien servis de ChatGPT, qui savent fronter, qui ont réfléchi aux conséquences de l'IA sur la société, il n'y en a pas 150 000 en France. Hein. Au Rassemblement national, on a Ambroise de Rancourt, le DIRCAP de Marine Le Pen, on a Laurent Wauquiez, on a Valérie Pécresse, si on prend la droite modérée, on a Gabriel Attal, qui a vraiment bien compris, qui comprend bien les enjeux de l'intelligence artificielle. On compte les gens qui comprennent bien l'intelligence artificielle sur les doigts d'une à deux mains dans la classe politique. Si on prend le patronat, la méconnaissance de l'intelligence artificielle par les dirigeants du patronat, du MEDEF, c'est à pleurer. Et en plus, ils ne s'en rendent pas compte. On a un vrai effet de Dunning-Kruger. C'est-à-dire, ils sont nuls, et comme ils sont nuls, ils ne comprennent pas qu'ils sont nuls. Ouais. Depuis 1 an, ma plus grande surprise, mon plus grand choc, c'est de découvrir la nullité du patronat en matière d'intelligence artificielle. Je pensais qu'il y avait des mecs qui réfléchissaient, qui connaissaient le sujet, qui travaillaient. J'ai découvert que les dirigeants du MEDEF sont des burnes en intelligence artificielle. C'est honteux. Et d'avoir une équipe qui vient d'être nommée, qui vient d'être élue, et qui est aussi nulle en IA, alors que c'est un enjeu fondamental pour la France, pour le monde du travail, pour les entreprises, je trouve ça bouleversant et effectivement un peu inquiétant. Donc, si on veut adresser, comme disaient les anglo-saxons, tous les enjeux éducatifs, politiques, géopolitiques, militaires derrière l'IA, il va falloir que les dirigeants connaissent ces sujets. Donc, il faut soit qu'ils se mettent à bosser, soit il faut changer d'élite, pour remplacer des élites technophobes vieillissantes par des élites plus jeunes et qui comprennent les enjeux technologiques. Sinon, on va vers de vrais soucis. J'ai l'impression qu'il faut le faire très rapidement, mais bon... Mais on ne le fera pas très rapidement. La quasi-totalité des ministres ne comprennent rien à l'intelligence artificielle et ça ne va pas changer demain matin parce que le mode de sélection des ministres... conduit à ce qu'on ait plutôt des gens qui ne connaissent pas bien l'entreprise et qui ne connaissent pas bien l'économie et la tech. D'ailleurs, dans la revue des anciens élèves de l'ENA, il y a quelques semaines, j'ai sorti une tribune. Il ne faut nommer aucun ministre, aucun préfet, aucun haut fonctionnaire qui n'a pas une bonne connaissance de l'IA.
Un préfet qui ne sait pas ce qu'est ChatGPT doit gicler. Un ministre qui ne connaît pas bien l'IA doit gicler. Un haut fonctionnaire qui ne connaît pas bien l'IA doit gicler. C'est-à-dire, on ne va pas adapter la société française au monde qui vient avec des handicapés technologiques comme il y en a aujourd'hui dans tout l'appareil d'État et dans toute l'organisation politique. Hein. Que ce soit au MEDEF, que ce soit dans les ministères, que ce soit dans les administrations centrales, il faut maintenant changer les dirigeants. Ou les former, si c'est possible, pour qu'ils comprennent les enjeux technologiques et donc politiques. Parce que le lien entre la technologie et la politique va être de plus en plus fort, ce que j'appelle parfois la technopolitique. La politique va devoir adapter la société à la cavalcade technologique qui va déstabiliser les gens, qui va fabriquer plein de gilets jaunes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas suivre le rythme technologique. Il y a des métiers qui vont être sous tension, qui vont devoir se réinventer. Et certains travailleurs ne vont pas facilement se réinventer. Cette réinvention, il ne faut pas penser qu'elle va concerner peu de gens. Quand O1 et O3 Mini AI, les deux modèles sortis cet automne par ChatGPT sont sortis, je me suis rendu compte que ChatGPT commençait à écrire mieux que moi. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à novembre-décembre. J'étais en train d'écrire une tribune pour un grand journal quotidien français. J'écris mon papier, je passe quelques heures, et par curiosité, je me dis, tiens, on va regarder ce que la nouvelle version de ChatGPT dirait sur le sujet. En 7 secondes, O3 Mini AI m'a sorti un papier mieux écrit, mieux anglais, plus intelligent, mieux adapté au sujet que celui que j'avais sorti. Et d'ailleurs, je n'ai pas envoyé ma tribune. Donc, et pourtant, j'en ai écrit des milliers des tribunes. Ça fait partie de mon métier. Et là, je me suis dit, 2025, c'est l'année où je suis écrabouillé en médecine par l'IA. C'est l'année où je suis écrabouillé dans mon métier, dans mon activité d'intellectuel, de prospectiviste. Que va-t-il me rester ? Et pourtant, je me forme beaucoup, je lis beaucoup, j'ai lu des dizaines de milliers de livres dans ma vie, et je suis confronté à ce dépassement, et je n'ai pas de réponse simple sur comment servir à quelque chose dans 1000 jours. Donc je pense que l'angoisse sociale va monter. Je pense que les classes moyennes et les classes populaires vont avoir peur, surtout si les robots dotés d'intelligence artificielle continuent à galoper. Avec mon ami Babo, on avait écrit il y a quelques mois dans Le Figaro un papier « Les robots ouvriers auront l'intelligence d'un polytechnicien ». Ça va être compliqué pour un ouvrier d'être compétitif avec un robot coûtant pas très cher, travaillant jour et nuit, non syndiqué, sans salaire, sans charge sociale, sans pause cigarette, qui travaille jour et nuit, qui est toujours content de travailler et qui est aussi intelligent ou plus intelligent qu'un polytechnicien, qu'un normalien ou qu'un diplômé d'Harvard. Et qui va être en fait non pas un robot ouvrier, mais un robot faisant des tâches ouvrières, mais également capable de faire des tâches d'ingénieur. De PhD, etc. etc. Ça va être compliqué. Hein. Sam Altman est en train de préparer des intelligences artificielles qui vont dépasser le niveau d'un docteur en sciences, d'un PhD. Quelle va être la compétitivité du travail humain ? Le sujet est un sujet très chaud. Personne n'y a travaillé. C'est absolument désespérant. Le tsunami n'est plus très loin. Et la classe politique s'occupe de micros-enjeux. C'est désolant. Et qui va le payer ? Non pas les élites intellectuelles, hein, non pas les élites financières. Ce sont les classes moyennes et les classes populaires qui ne vont pas être préparées, dont les enfants n'auront pas été préparés, parce que l'école n'a absolument pas fait SAMU, qui n'est pas simple, hein, d'ailleurs. Donc les enfants des classes moyennes et classes populaires vont être, quand ils arriveront sur le marché du travail, totalement démonétisés.
avec un risque social qui est sous-estimé aujourd'hui. Du coup, si j'avance, mais pas de beaucoup, dans le monde, qu'on a la robotique que tu décris, l'IA qu'on connaît tous, cette crise identitaire, cette crise de travail, cette crise sociale, quel est le sens de la vie quand on ne travaille plus? Comment on vit? Le revenu universel? Moi, je pense qu'il faut sauver le travail. Je pense qu'il faut sauver le travail. Tu penses qu'il faut débrancher? Non. Est-ce qu'il ne faudra pas débrancher? Non, je pense qu'il faut sauver le travail et il faut investir beaucoup dans la recherche en éducation et dans la réflexion sur les moyens de rendre le travail humain et l'intelligence artificielle complémentaires. Tu vois, on a dépensé plus de 100 milliards de dollars en recherche pour arriver à guérir un cancer du sein sur 2. On n'investit rien sur la recherche en éducation, quasiment rien. On n'investit rien sur la recherche de complémentarité entre l'IA et puis l'intelligence humaine. Si on veut des résultats sur ce chantier, il va falloir investir. Il va falloir mettre du pognon. Des gens de bon niveau rue de Grenelle à l'Éducation nationale, des spécialistes de l'IA, des spécialistes des sciences cognitives et des gens capables d'interfacer les sciences cognitives avec l'intelligence artificielle en masse. Il va falloir les payer, ces gens-là. Il va falloir changer la grille salariale au ministère de l'Éducation nationale. Il y a un travail de fond à mener pour trouver des solutions et rendre le travail humain et le travail artificiel complémentaires. Ça ne va pas se faire tout seul. Les résultats, pas encore parfaits, mais déjà bons qu'on a dans la lutte contre le cancer, ne sont pas tombés du ciel. Ils sont le fruit d'un investissement humain, intellectuel, médical, financier absolument massif. Pour l'éducation, il faut faire la même chose. Il va falloir faire venir rue de Grenelle des gens de haut niveau. Il va falloir les payer, il va falloir faire venir des spécialistes de l'intelligence artificielle. Tout ça suppose un changement de la grille salariale dans les ministères, parce que quand on sait que les bons spécialistes de l'IA gagnent chez OpenAI ou chez Google 10 millions par an, c'est pas avec la grille salariale pour les informaticiens au ministère de l'Éducation nationale qu'on va les faire venir au ministère. Il va falloir une petite revalorisation du point de base. Tu veux, il est quand même vraiment con de payer des millions de dollars par an les gens qui éduquent l'intelligence artificielle et de payer au lance-pierre les gens qui éduquent nos enfants. Le décalage est suicidaire. C'est-à-dire, il faut mettre plus d'argent dans l'éducation des cerveaux biologiques. La Silicon Valley, cette année en 2025, va investir en recherche sur l'IA 360 milliards. En recherche éducative, on ne met pas un centime. On met un pognon de dingue sur la recherche en IA et on met rien sur la recherche en éducation. C'est vraiment très con. Si on voulait que nos gamins soient non compétitifs face à l'IA, on ne peut pas s'y prendre mieux que ce qui est fait aujourd'hui par la société. La société est conne. Je ne suis pas du tout opposé à l'IA, mais je pense qu'il faut mettre au moins autant d'argent sur la recherche en éducation qu'on en met sur la recherche en IA. Or, hélas, on fait juste le contraire. Alors, est-ce que la solution, ça serait pas d'augmenter les gens? Parfois, ça et là, on peut te traiter d'eugéniste. Je sais que c'est pas vrai et tu vas pouvoir l'expliquer, mais l'eugénisme, c'est quelque chose de réel et c'est un vrai débat dans la société aujourd'hui. Est-ce qu'on sélectionnerait pas les gens pour justement les adapter? Ou est-ce qu'on les augmenterait pas? De façon robotique, plus dans le cerveau, la totale. Est-ce que c'est pas la solution finalement? Pour arriver à catcher. Aujourd'hui, des solutions sur la table, il y en a plusieurs. Un, l'interdiction de l'IA. Mais l'interdiction de l'IA est impossible. La Chine est en train d'accélérer sur l'IA. Si l'Europe bloque l'IA, alors que la Californie est en train d'accélérer avec Trump qui a supprimé toutes les limitations mises en place par le décret de Biden sur le contrôle des IA, de toute façon, l'Europe serait marginalisée complètement économiquement. Elle serait écrabouillée sur le plan militaire parce que l'IA va devenir de plus en plus importante. Il ne faut pas oublier que en mai dernier, quand le Pentagone a comparé des F-16 pilotés par IA et des F-16 pilotés par les meilleurs pilotes de l'US Army, de l'US Air Force, eh bien, les F-16 intégralement pilotés par l'IA dépassaient de beaucoup les F-16 pilotés par des humains. Donc l'IA est indispensable à des fins militaires. Si l'Europe bloquait l'IA, on aurait de mauvaises surprises militaires et géopolitiques. Donc le blocage n'est pas raisonnable.
Mettre tout le monde au revenu universel, ce serait catastrophique. On voit bien que l'expérience qu'a menée de revenu universel, qu'a menée Sam Altman, ne donne pas de bons résultats. Ça conduit à ce que les gens s'avagissent et non pas à ce qu'ils se forment pour être compétitifs avec l'IA, ce qu'imaginait Sam Altman, le créateur de ChatGPT à l'origine. Après, on a laissé la place à l'IA, hein, c'est ce que proposent les dirigeants de Google, qui d'ailleurs a conduit à la fâcherie entre Elon Musk et puis les cofondateurs de Google, qui pensent que la bataille est perdue et qu'il faut qu'on laisse la place à l'IA, alors que Musk pense qu'on peut s'augmenter. Et c'est donc la quatrième possibilité, finalement, c'est l'augmentation cérébrale. Alors c'est un sujet sur lequel je finis par hésiter à intervenir, parce qu'on me traite d'eugéniste, alors que je suis tout sauf eugéniste, et j'ai à de nombreuses reprises écrit, déclaré que si, avec ma femme, on avait eu un enfant trisomique, nous n'aurions pas pratiqué une interruption de grossesse, nous aurions gardé un enfant trisomique, alors que 97% des parents en France avortent d'un bébé trisomique. Donc on ne peut vraiment pas me considérer comme eugéniste alors que je suis tout à fait le contraire. Mais ce que je constate, c'est que les tentations eugénistes, elles se développent, elles s'accélèrent. Aujourd'hui, un sondage publié dans Science, la plus grande revue scientifique au monde avec Nature, montre que 38% des Américains souhaitent sélectionner un bébé plus intelligent pour qu'il fasse de meilleures études et donc être compétitif face à l'IA. Et 28% des Américains souhaitent même modifier l'ADN de leur bébé pour qu'il fasse de meilleures études et qu'il puisse être complémentaire de l'IA. Donc la tentation eugéniste, elle est en train de monter très vite. Et puis, il y a des solutions d'augmentation non plus génétique cette fois-ci, mais électronique. C'est la vision qu'a Elon Musk avec Neuralink, dont il a dit qu'il l'implanterait dans le cerveau de ses propres enfants, et il en a maintenant 14, qui est aujourd'hui pas au point, mais qui pourrait l'être dans les décennies qui viennent, qui est d'augmenter nos capacités intellectuelles par des puces électroniques. Donc, toutes ces possibilités, ces 4 possibilités, hein, sont soit perturbantes, soit troublantes, soit choquantes. La société va devoir se prononcer face à l'IA. L'interdire, c'est impossible. Augmenter nos cerveaux, c'est pas simple et c'est moralement troublant. Laisser la place à l'IA et disparaître, comme les dirigeants de Google le proposent, ça n'est pas souhaitable de mon point de vue. Que va-t-on faire ? On a l'impression qu'il n'y a pas trop de débouchés. Et tu sais, même la solution du kill switch, du bouton rouge, même celle-là, elle est même pas réaliste. Elle n'est pas réaliste. Une super intelligence artificielle serait capable instantanément de contrôler tous les dispositifs sur Terre, de contrôler les silos nucléaires, comme dans la mauvaise science-fiction des années 70, avec ce fameux film L'affaire Corbin. Donc il n'est pas réaliste de penser qu'une super intelligence artificielle se laisserait débrancher avec un bouton rouge. D'ailleurs, Sam Altman, le créateur de ChatGPT, a mis en place un programme d'alignement pour réfléchir à comment l'intelligence humaine contrôlerait et vérifierait que la super-intelligence artificielle respecte les humains, ce qu'on appelle le super-alignement. C'est tout sauf facile. Il est clair que quand on est au CERN de Genève, ce ne sont pas les écureuils du parc qui donnent des ordres aux physiciens nucléaires des anneaux de collision de particules. D'imaginer que les humains seraient capables de donner des ordres à une super intelligence artificielle dans les décennies et les siècles qui viennent est quand même très naïf. Donc ce sujet de l'alignement de l'IA, de la super intelligence artificielle avec nous, est un sujet sur lequel on n'a pas suffisamment investi. Sam Altman a investi quelques millions de dollars. Ça n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Surtout que beaucoup de gens, dont Sam Altman, pensent que la super intelligence artificielle, plus intelligente que la réunion des 8 milliards de cerveaux humains, est pour dans peu de jours, entre 1000 et 1500 jours. Il y a un peu le feu au lac,
Et là encore, la société civile n'a pas commencé à travailler ces enjeux. Bien, ce que je te propose, c'est qu'on aille du côté clair de la force un petit peu, parce que tu m'as déprimé. Et je m'y attendais, puisque forcément, on a un peu les mêmes conclusions, ça nous saute aux yeux ce qui se passe en ce moment. Mais du côté clair de la force, tu parlais de l'homme qui vivra à Milan, qui est déjà né, c'était en 2012. On a des avancées dingues pour le cancer, pour plein de thérapies géniques, etc. Ok, est-ce que... Enfin, dingue. Il y a encore 45% des cancéreux qui meurent de leur cancer, cancéreux adultes, et 20% des cancéreux enfants qui meurent de leur cancer. C'est beaucoup mieux qu'avant. Hein. Jadis, 100% des enfants cancéreux mouraient de leur cancer. Hein. Pas 99%, 100%. Donc on a fait beaucoup de chemin. On est à 80% d'enfants guéris ou en rémission très longue. Mais hélas, il en reste encore 20% si on prend les enfants. Est-ce qu'on va guérir toutes les maladies? Le fantasme de la super-intelligence qui claque des doigts, qui fait de la recherche, qui s'auto-améliore pour faire de la recherche scientifique fondamentale. Alors, beaucoup d'universitaires américains commencent à le penser. Demis Hassabis, prix Nobel de chimie, le patron de Google IA, Sam Altman, sont convaincus que la super-intelligence artificielle va permettre de guérir toutes les maladies relativement rapidement et va permettre d'allonger l'espérance de vie. Ce n'est pas une certitude, mais il est raisonnable de le penser. D'ailleurs, certains intellectuels transhumanistes ont développé l'idée qu'il va y avoir un conflit très important entre les transhumanistes âgés et les transhumanistes jeunes. Les transhumanistes âgés disant « il faut vite la super-intelligence artificielle parce que je ne veux pas mourir ». C'est le cas même des dirigeants de Google qui commencent à plus être jeunes. Et puis les transhumanistes jeunes vont dire, écoutez, on ne va pas prendre le risque d'être écrabouillé par la super-intelligence artificielle demain matin, alors même que moi je suis jeune, j'ai encore quelques décennies, on peut aller tout doucement vers la super-intelligence artificielle, je ne suis pas pressé puisque je ne suis pas âgé, donc je ne vais pas mourir tout de suite. Et effectivement, il va y avoir une tension entre les milliardaires de la Silicon Valley vieux et les milliardaires de la Silicon Valley jeunes. On voit bien que le patron d'Oracle, qui est maintenant la deuxième plus grande fortune au monde et qui investit massivement dans l'intelligence artificielle et qui va construire des centrales nucléaires à côté pour fournir suffisamment d'électricité au centre d'intelligence artificielle, Larry Ellison, dont le yacht est assez souvent en face d'Aise, dans la Méditerranée, incroyable et magnifique yacht. Larry Ellison, il a plus de 80 ans. Il est le deuxième homme le plus intelligent, le plus puissant, le plus fortuné au monde. Et lui, il investit beaucoup dans la lutte contre le vieillissement, dans la lutte contre la mort, parce qu'il aimerait bien profiter de ces plus de 100 milliards de patrimoine, probablement bientôt 250-300, pendant 1000 ans et pas pendant seulement quelques mois ou quelques années. C'est possible, ça? Dans l'état actuel de ta compréhension de la médecine, qui est déjà largement supérieure au commun des mortels? Je vais te répondre. Je me suis trompé sur la dynamique de l'IA et sur le potentiel de l'IA. Aujourd'hui, j'hésite à faire des pronostics. Comme je disais tout à l'heure, ce que ChatGPT est capable de faire aujourd'hui sur un dossier médical, y compris écrit de façon manuscrite avec des abréviations, etc., je n'imaginais il y a 2 ans et demi pas ça possible avant 2050. J'étais convaincu qu'il fallait que les informations soient codées, que les données médicales soient codées, soient dans une classification à thésaurus internationale pour que l'IA puisse comprendre les données. Je n'imaginais pas que l'IA pourrait comprendre des données désorganisées, non structurées. Qu'est-ce que la super intelligence artificielle peut produire en médecine dans les 5, 10, 20 ans qui viennent? Je pense qu'on va avoir beaucoup de surprises. Et je vais être prudent dans mon pronostic. Mais tu l'as déjà pronostiqué en 2012. L'homme qui non, Milan. Mais ça, attends. Ça, en 2012, il ne faut pas se tromper sur ce que j'ai dit. Dans la salle, il y avait de très jeunes enfants.
J'ai pas dit les gens de 90 ans dans la Bien salle évidemment, vont bien vivre 1000 ans. Bien évidemment. J'ai dit, il y a dans cette salle des gens qui pourraient vivre 1000 ans. Et dans cette salle, il y avait des gens qui, on était en 2012, qui avaient 3 ans. Il y avait des jeunes gamins qui avaient été amenés par leurs parents. C'était chez TEDx, organisé par Michel Lévy-Provençal. Et donc, des gamins qui avaient 3 ans en 2012, eh ben, en 2109, ils n'auront que 100 ans. Ça n'est pas très compliqué de pouvoir atteindre 100 ans avec la technologie d'aujourd'hui. Sauf que au début du 21e siècle, au 22e siècle, on peut penser que la technologie aura beaucoup, beaucoup progressé et que l'espérance de vie de ces gamins qui étaient jeunes dans la salle aura beaucoup augmenté. Donc, moi, je pense qu'on ne peut pas exclure qu'il y ait parmi les gens jeunes aujourd'hui des gens qui auront une espérance de vie très longue. Et d'ailleurs, c'est ce que prévoit à relativement court terme Dario Amodei, comme on le disait tout à l'heure. 150 ans d'espérance de vie dès 2037, c'est demain matin, et Dario Amodei n'est pas un rigolo. Il a d'ailleurs écrit un pavé de plusieurs dizaines de pages détaillant le potentiel de l'intelligence artificielle, notamment dans le domaine de la médecine et de la longévité, cet automne, qui est gratuitement téléchargeable sur Internet. Ok, je le mettrai dans les notes de l'épisode pour les gens qui nous écoutent, parce que c'est super intéressant. Mais alors du coup, la société qu'on est en train de dépeindre dans le futur, avec des gens qui sont immortels ou quasiment, en tout cas qui peuvent allonger leur vie, j'imagine, de façon proportionnelle à leur richesse. Et ces classes moyennes et basses qui sont exploitées au mieux ou au pire des cas qui n'ont plus de travail. Oui, qui sont exploitées au mieux, parce que, comme le disent certains sociologues, être exploité pour un travailleur est mieux que de ne pas être exploité et de ne pas être utilisé. Il vaut mieux être utilisé par un patron que d'être au revenu universel toute sa vie. Le drame serait justement que les gens n'aient pas de travail. Et je pense que c'est la principale menace aujourd'hui. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la recherche en éducation et la recherche en formation professionnelle des adultes, qui aujourd'hui est un bordel totalement inefficace. Et en plus, tu as une baisse des coûts de production drastique grâce à l'IA. Et si on imagine le futur avec la superintelligence, etc., vraiment on arrive au ras des pâquerettes en termes de coûts de production pour à peu près toutes les sociétés du monde. Donc forcément peut-être également des baisses de prix, un revenu universel de l'autre côté. Je ne vois pas aussi une augmentation du niveau de vie. Je ne vois pas comment, justement, on peut arriver... Limite, l'argent n'a plus aucune fonction dans cette société. Alors, c'est ce que Sam Altman avait prédit, que le capitalisme ne survivrait pas à la superintelligence artificielle. Et qu'on irait vers une abondance post-capitaliste gérée par l'IA, dans un système dans lequel l'IA travaillerait pour la plupart des gens. Il resterait une petite élite qui travaillerait à côté de l'IA, mais l'immense majorité des gens ne travailleraient pas. C'est une espèce de super revenu universel, payé non plus par les élites, par l'argent et les impôts des élites, mais payé par l'IA en réalité. Et payé en biens et services qui seraient finalement gratuits. Quasi gratuit, avec une baisse des coûts de production importants. On voit que le prix des robots est en train de baisser. Les robots vont être ultra polyvalents. Jusqu'à présent, on avait des machines sur ligne de production qui faisaient toujours le même geste, qui mettaient un pare-brise sur une voiture, etc. Là, on va avoir des robots capables de fabriquer des avions le lundi et de fabriquer des ordinateurs ou des puces GPU le mardi. Et d'améliorer la ligne de production. D'améliorer bien évidemment la ligne de production. Ce ne seraient plus des ouvriers, ces robots intelligents. Ce seraient en fait des ouvriers ingénieurs, capables d'être à la fois ouvriers de production et ingénieurs. C'est un changement radical du monde du travail. C'est pour ça que ce qu'on est en train de dessiner là, du fait de l'accélération de l'IA, c'est une révolution schumpeterienne, c'est-à-dire un changement radical du paradigme économique, une révolution civilisationnelle avec un changement important des valeurs, et puis une révolution anthropologique, puisque l'homme cesse d'être la première espèce la plus intelligente. C'est ce que Geoffrey Hinton, autre prix Nobel, déclarait le 19 février dernier dans le New York Times. Nous n'allons plus être l'espèce la plus intelligente sur Terre, nous sommes la deuxième espèce la plus intelligente derrière l'IA, et je ne suis pas certain que l'IA va nous garder. D'ailleurs, dans cette interview au New York Times, avant une conférence qu'il faisait
en Angleterre, il avait déclaré: j'estime qu'il y a au moins 10% de chances que l'intelligence artificielle extermine les 8 milliards d'êtres humains d'ici 2044. C'est lui qui est l'inventeur des intelligences artificielles modernes sous la forme des réseaux de neurones profonds. Donc cette déclaration a eu un impact fort, et il continue d'ailleurs. Toutes les 48 heures, il fait une déclaration catastrophiste sur l'avenir des relations entre les humains et l'intelligence artificielle. En fait, il y a des dizaines de scénarios d'embranchement de ce futur, finalement. On en a décrit un qui est un peu la dystopie bisounours, c'est-à-dire tout est gratuit et c'est génial et l'IA travaille pour nous. Et en effet, dans ces branches, on a aussi des dystopies qui sont plus, je ne sais pas comment je vais l'appeler, les chimpanzés. C'est-à-dire que sont les singes aujourd'hui pour nous? Peut-être la deuxième forme d'intelligence sur Terre, ou peut-être les dauphins, j'en sais rien. Regardons la relation qu'on a avec ces animaux. Voilà, bon, ils sont là, parfois on les extermine, au mieux on les laisse tranquilles. On imagine que l'IA a la même relation avec nous demain. Si on est des fourmis, on est un singe ou un dauphin, pour l'IA, quelle est notre place finalement sur Terre? On a le paradoxe du trombone, que tu dois très bien connaître. C'est-à-dire que, au bout d'un moment, si je demande à l'IA de faire quelque chose, est-ce qu'elle va pas le faire de façon tellement efficace dans le cas du paradoxe du trombone? Ça, c'est une IA qui n'aurait pas ses propres buts. Ouais. Ça resterait ce serait une super intelligence artificielle qui resterait domestique de l'homme. Le gros danger, c'est pas le paperclip que Nick Bostrom avait démocratisé. Le vrai danger, c'est une IA qui aurait une conscience artificielle avec des objectifs propres. Et à l'échelle de l'univers, l'homme est inutile. Donc moi, je suis partisan, au moins au XXIe siècle, que nous produisions des IA peut-être super intelligentes, mais sans conscience artificielle et sans agency. Alors, c'est pas si simple que ça. On pourrait avoir une super intelligence artificielle développant une espèce de self-awareness, une conscience artificielle dont on ne se rendrait pas compte du fait de la complexité des propriétés émergentes dans l'IA. Alors, on a du mal à repérer les propriétés émergentes dans les IA, mais il y en a un petit peu quand même. Dans le cas d'une super intelligence artificielle, on peut imaginer l'émergence de la conscience sans qu'on l'imagine, même si la notion de conscience est très anthropomorphique et n'est pas forcément adaptée à une intelligence mécanique. On parle d'intelligence artificielle, d'intelligence, etc. Mais aujourd'hui, dans l'état de l'art de l'IA, si vraiment je vulgarise, on a une IA qui imite un chatbot qui prédit la syllabe d'après. C'est vrai des premières générations de LLM. C'est pas le cas des LLM avec une chaîne de pensée et avec les différents outils, modules de raisonnement, de reasoning. Donc on n'est déjà plus dans le next word prediction. Est-ce qu'on est dans l'intelligence? Dans le next token prediction. Si tu prends ton cerveau à l'échelle fin, à une granularité fine, un neurone est con comme une bite, il ne pense pas, il n'est pas intelligent, c'est l'assemblage qui rend intelligent. Donc les mécanismes élémentaires de prédiction du token, les mécanismes élémentaires de la chaîne de pensée et de tous les mécanismes qu'on est en train d'inventer sur l'inférence, tout ça, ça n'est pas intelligent. C'est la réunion qui crée par phénomène émergent de l'intelligence. Donc oui, l'intelligence artificielle est intelligente. Oui, nous sommes intelligents, même si un neurone est con comme un balai, et même si chaque élément de la matrice transformer n'est de façon isolée pas intelligent. Il ne faut pas sous-estimer l'intelligence de l'IA, ce qui ne signifie pas que l'acquisition d'une conscience artificielle soit facile pour l'IA. Le débat entre spécialistes du sujet, ce que je ne suis pas, fait rage depuis la sortie de ChatGPT 3.5, et à mon avis, ça n'est pas prêt d'être tranché. Parce que dans le principe de la conscience, ou du self-awareness, etc., il y a aussi une capacité fondamentale qui est de pouvoir faire des expériences de pensée.
celles qui viennent quand on pense à ça, c'est Einstein qui, quand il s'endort, fait tomber son stylo, il trouve la relativité générale, ou il imagine qu'il chevauche un photon. C'est peut-être une histoire inventée. Hein. Peut-être, tu sais, après coup. Des belles histoires, c'est comme la pomme de Newton. Il y a beaucoup de très belles histoires qui ont été des histoires inventées a posteriori. Mais comment est-ce que une expérience de pensée peut être faite par l'IA? Parce que pour faire une expérience... Ça, c'est très facile. Ouais. Alors ça c'est pas... ça, c'est pas une difficulté. D'ailleurs, l'IA fait des expériences de pensée, on peut lui demander d'en faire. Elle peut imaginer des choses, mets-toi à la place d'un tel, si tu étais à ma place, tu ferais quoi? D'ailleurs, je lui en fais faire régulièrement, moi, des expériences de pensée à ChatGPT. Et je suis toujours bluffé par la qualité des réponses. Est-ce de la créativité ou des données d'entraînement? Y a-t-il un humain sur Terre qui est créatif tabula rasa? Sans être allé à l'école, sans avoir appris à parler, sans la grammaire? Est-ce qu'il y a un chercheur sur Terre, s'il avait été élevé par des loups, qui serait capable de faire avancer les microprocesseurs, la physique quantique ou la dynamique des fluides, ou le traitement du lymphome non-hodgkinien? La réponse est aucun, il n'y en a pas. La réponse est non. Donc la créativité n'existe pas si on n'a pas des bases intellectuelles. Et il n'y a pas de base intellectuelle sans un savoir sous-jacent. On ne peut pas être intelligent sans data. On ne peut pas être intelligent sans entraînement, sans apprentissage. Un caillou ne peut pas être intelligent. Parce qu'il ne manipule pas les datas et il n'a pas une structure de type neuronal pour trier, hiérarchiser les informations élémentaires vers des plans cognitifs supérieurs. Donc l'IA est innovante, elle est créatrice. Moi, je la trouve extraordinairement créatrice. D'ailleurs, c'est un sujet que je trouve un peu inquiétant. Alors, formidable pour la société, elle va nous permettre de faire des bonds de géants en recherche, hein, dans plein de sujets. Mais c'est l'un des domaines où on pouvait espérer qu'il reste une carte à jouer pour les humains biologiques. Et on voit bien, notamment dans l'étude qui avait été publiée dans le Wall Street Journal, qui avait comparé les étudiants du MBA de Wharton, hein, c'était en 2023. Le MBA de Wharton était cette année-là le meilleur MBA au monde. Et ChatGPT était plus innovant en marketing, en stratégie, que les étudiants du MBA de Wharton, et très largement, par 35-5. Donc, même GPT-4 était déjà plus innovant que des brillants étudiants du meilleur MBA au monde, et ça ne va faire que s'aggraver. Donc, moi, je ne dirais pas que l'IA n'est pas créatrice, je dis qu'elle l'est déjà beaucoup, et que si on se projette dans 1000 jours, 2000 jours, 3000 jours, j'ai peur que l'humanité soit très fade et très peu innovante, très peu créatrice par rapport aux IA du futur, tel qu'on peut l'imaginer, hein, même si il est aujourd'hui très difficile d'en déterminer le périmètre et le potentiel. Ok. Sur le côté du futur et de la confiance, il y a Agoraclass qui a fait une étude récemment qui montre qu'il y a des campagnes d'influence, comme on le sait déjà, pro-Poutine sur les réseaux sociaux ou pro-n'importe qui, hein, via la création massive de comptes sur les réseaux sociaux qui ont l'air vrais mais qui ne le sont pas, avec des fausses photos de profil, avec parfois du deepfake extrêmement bien fait qu'on n'arrive plus à distinguer aujourd'hui, à moins d'être un hyper spécialiste de la réalité. Est-ce que demain, dans un futur extrêmement proche, mais vraiment extrêmement proche, on ne pourra plus croire rien de ce qu'on voit sur Internet, et la seule donnée de vérité sûre sera le monde réel? On a la conjonction de deux choses. On est rentré dans un monde orwellien. Poutine et Trump mentent toute la journée. Trump ment tout le temps. Si les politiques disaient la vérité. Du matin au soir. Trump ment du matin au soir. Il mentait déjà lors de son premier mandat, mais là on a franchi toutes les limites raisonnables, et son cabinet ment en permanence, comme Poutine. Donc on a deux grandes puissances géopolitiques, maintenant alliées, qui mentent. En plus, on est d'autant plus dans un monde orwellien qu'on a un renversement brutal
d'alliance, comme Orwell le décrivait dans 1984, où on voyait que l'Océania, l'Eurasia, l'Estasia changeaient par moments de configuration géopolitique sans prévenir, et on expliquait au peuple qu'on avait toujours été amis avec l'Estasia ou avec l'Eurasia, etc. Donc, la dévalorisation politique de la vérité est importante. Alors, bien sûr, Trump n'est pas Hitler, mais Trump ment autant qu'Hitler. C'est bold statement. Ou que Goebbels. Mais bien évidemment, je ne les compare pas. Je ne suis pas au point Godwin, encore. Donc, la vérité politique est dévaluée. L'homme le plus puissant du monde, Trump, peut raconter n'importe quoi. Il n'y a pas de sanction politique. Et l'opinion américaine applaudit. Les derniers sondages montrent que Trump va dans le bon sens, d'après à peu près 2 Américains sur 3. Et puis en plus, la vérité numérique n'existe plus, car il est possible de faire dire n'importe quoi à n'importe qui. La conjonction des deux est explosive. Comment on va réguler? Comment on va gérer ça? Le grand danger, c'est que plus personne ne croit plus rien. Exactement. C'est qu'il n'y ait plus que des vérités relatives. Et donc on avait déjà le chantier technologique, les fake news, les fake vidéos, les machins. Et là, en plus, on a l'arrivée d'un dirigeant orwellien à la tête des États-Unis, alors que les États-Unis étaient quand même une garantie d'une vérité libérale, démocratique, humaniste. Même si les États-Unis ne sont pas un régime parfait, c'était quand même un régime auquel on pouvait se raccrocher avec des valeurs communes, contrairement aux dictatures chinoises et russes. Donc oui, ce deuxième chantier sur la mort de la vérité, chantier technologique et puis chantier politique, est un peu intimidant. Je pense qu'on va avoir quelques années compliquées quand on est humaniste. Mais Zelensky a été traité de nazi par Poutine à de très nombreuses raisons, alors que Zelensky est juif d'origine, avec tous ses grands-parents juifs dont plusieurs de ses ancêtres ont fini dans les fours crématoires de la Shoah. Ça n'empêche pas Poutine d'expliquer que Zelensky est un néo-nazi. Et une part importante de l'opinion internationale a adhéré à ça. Ça, c'était le mensonge. Mais aujourd'hui, on peut le prouver. On peut fabriquer les preuves. Et oui. N'importe quel gamin dans sa cave peut fabriquer des preuves. Non, mais à partir du moment où on a une génération politique de post-vérité et de mensonges, en plus du chantier difficile du contrôle de la vérité à cause des fake news, fake vidéos, etc., c'est pire. C'est pire. Il y a une synergie terrible entre la post-vérité politique et puis la technologie. Pour moi, c'est un début. J'ai peur que nos enfants aient du mal à se repérer dans les 10, 20, 30 années qui viennent et aient du mal à savoir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Mais ça va être aggravé aussi, même s'il est en retard, par le multiverse. Si on multiplie les simulations, on va pouvoir vivre dans plein de réalités alternatives. Donc en fait, ce serait un troisième... On a le chantier des faux fabriqués par IA, on a l'immersion dans le multiverse et les univers de réalité augmentée qui nous permettent de vivre n'importe quelle vie, et puis on a le mensonge politique qui est développé à cause de la dimension orwellienne de l'équipe trumpiste. En fait, il y a 3 briques qui favorisent la mort du réel et la mort de la vérité, que j'espère temporaire. Mais et puis on peut rajouter après les dispositifs de type Neuralink qui pourraient mettre dans notre cerveau une représentation fausse du monde. J'ai l'impression... Neuralink, multiverse, mensonge trumpien, orwellien, IA, ça fait une belle dynamique bordélique. Ouais. On est peut-être à un moment de chevauchement de bascule potentiel de l'humanité qui peut être... On n'est pas peut-être, on est à un basculement de l'humanité. Est-ce qu'on peut orienter le toboggan pour aller dans un sens correspondant à nos valeurs? C'est difficile, et puis nos valeurs vont probablement changer.
On le voit bien sur l'eugénisme. Les Américains étaient profondément anti-eugénistes, ils Ouais. sont en train de le devenir. Donc en réalité, l'évolution technologique peut nous faire changer de valeur. Les valeurs changent vite. Hein. J'incite tes auditeurs, si ça les intéresse, de voir, de lire les papiers et ce qui était publié par un neurochirurgien marseillais, qui est le docteur Lévesque, sur ce qu'on faisait en matière de chirurgie du cerveau aux gamins qui se masturbaient dans les années 50 et 60 en Amérique du Nord. Hein, on leur faisait des lobotomies. On leur coupait leur cerveau en deux pour qu'ils se masturbent moins. Parce que c'était un péché mortel et que l'Église réprouvait, notamment au Canada, la masturbation. Aujourd'hui, ça semble très étrange. À l'époque, ça semblait totalement légitime de couper un cerveau en deux pour diminuer l'onanisme. On voit qu'en réalité, les valeurs peuvent changer vite. Et là, la technologie va faire changer à toute berzingue nos valeurs. Parce que notre rapport à la machine va changer. On va vouloir être compétitif, donc on va accepter plein de transgressions. On va à la fois avoir une humanité qui va vieillir parce que l'espérance de vie augmente, ce qui limite finalement le changement idéologique, parce que les vieux changent plus difficilement d'idées. Et ça va aller en contradiction finalement avec l'accélération technologique qui va pousser les humains à se reconstruire, à se réinventer en permanence pour s'adapter aux événements technologiques successifs. Qu'est-ce qu'on fait de nous, en tant qu'humains, en tant que citoyens, en tant que parents, pour accélérer, pour que ça bouge, pour que les politiques se rendent compte? Alors moi, On attend. moi je défends une vision depuis déjà longtemps. Ça fait 15 ans que je défends une vision éducative qui est là, sur laquelle j'ai déjà eu l'occasion d'écrire. Je considère, et c'est ce que j'ai fait avec ma femme pour nos gamins, je suis père de famille nombreuse, donc j'ai expérimenté ma théorie, ma vision de l'éducation sur mes propres gamins. Pour moi, il y a 3 piliers importants de l'éducation à l'ère de l'intelligence artificielle. La culture générale et la culture générale. Les savoirs techniques ont une utilité très très modeste et en plus qu'on apprend partir à la poubelle. Quand on fait médecine aujourd'hui, le jour où on sera diplômé, ce qu'on apprend en ce moment n'existera plus. Et c'est vrai dans la plupart des savoirs techniques. Donc je pense qu'à l'ère de l'IA, se battre sur des savoirs techniques étroits est une erreur. Je pense qu'il faut être le plus généraliste possible, le plus holistique et donc avoir beaucoup de culture générale. Mais la culture générale, c'est pas simple. De faire lire les enfants, de parler de ce qu'ils ont lu, de parler de l'actualité à table, qui est le moment où on peut beaucoup apprendre de choses à ces gamins, c'est compliqué. Alors les enfants de l'élite sont abreuvés de choses nouvelles au déjeuner et au dîner avec papa et maman. C'est moins le cas dans les classes moyennes et dans les classes populaires. Mais si on est quelqu'un des classes moyennes, je ne parle pas de l'élite qui a toujours éduqué ses enfants et formé ses enfants avec beaucoup d'énergie et beaucoup d'efficacité. Si on fait partie des classes moyennes aujourd'hui, il faut pousser ses enfants à lire, il faut les pousser à travailler, il ne faut pas que ce soit des grosses feignasses, il faut les pousser à mettre en relation les éléments, donc avoir une pensée transversale, holistique, multidisciplinaire, à développer l'esprit critique, puis il faut leur parler. Chaque repas avec les enfants doit être un repas où on parle de choses intellectuelles. Il ne faut pas parler de choses domestiques. Il ne faut pas parler de la réparation du vélo. Il faut parler de choses intellectuelles. Il faut former les enfants. Et le repas est le moment essentiel où on transmet cet amour de la compréhension du monde, cet amour de la culture, etc. Et même quand on est issu d'un milieu où on ne lit pas beaucoup, il faut pousser ses enfants à beaucoup lire. Moi, avec ma femme, on a toujours beaucoup fait lire nos enfants sur tous les sujets, et y compris des choses importantes, puisqu'on les a poussés très petits, à partir de 7 ans, à lire The Economist, qui est la meilleure source d'information
à l'ère de l'intelligence artificielle, de mon point de vue. Mais c'est pas si simple que ça. The Economist avant 10 ans, c'est raide un petit peu. Ouais, mais ça a plutôt pas trop mal marché. J'imagine. Sur le plan culturel et sur le plan de la compréhension de la complexité du monde, ça a été une bonne école. Donc voilà ce qu'on peut faire pour ces gamins. Pour soi, personnellement, quand on est déjà sur le marché du travail, je pense qu'il faut bien se servir des outils d'IA. Il faut être capable d'être un orchestrateur se servant des meilleurs outils d'IA et capable de choisir le bon outil d'IA pour une tâche donnée. Il faut se former, il faut lire. Il faut beaucoup lire. Il faut comprendre le monde. Le monde va énormément bouger. Le tsunami technologique va s'accompagner de plein de phénomènes géopolitiques, juridiques, sociétaux, bordéliques. Et il faut bien comprendre le monde. Moi, ma vision sur ces sujets-là, c'est la vision de De Gaulle. L'école du commandement, c'est la culture générale, disait le général en 1934. Et je crois qu'il avait vraiment tout résumé quand il disait derrière chaque victoire d'Alexandre le Grand, il y a toujours Aristote, qui était son précepteur particulier. Et je crois que 2300 ans après le couple Aristote-Alexandre le Grand, la culture générale est toujours aussi importante pour avoir des responsabilités dans l'entreprise, pour avoir un métier intéressant et pour ne pas être dépassé par l'intelligence artificielle. Apprendre un savoir technique supplémentaire aujourd'hui ne sert à rien. Lire un livre de géopolitique, de droit international, sert à quelque chose et va rendre les gens plus compétitifs sur le marché du travail, parce qu'on va avoir plein de gens capables de décrypter la complexité du monde qui va être croissante à cause du tsunami technologique. Pour terminer sur le volet politique, moi je pense qu'un des vrais problèmes de ce pays, c'est d'avoir des technocrates et pas des techniciens au pouvoir, donc des gens, pour certains, qui n'ont jamais travaillé. J'ai vu récemment, alors ça tombe sur lui, parce qu'il fallait que je trouve un exemple, je sais pas si vous en avez pas déjà parlé, si tu en as pas déjà parlé, tu vois, le vous est revenu, j'ai besoin d'être augmenté par l'IA. Benjamin Lucas, qui critique le salaire du patron de Renault, voilà, ce genre de politiques qui finalement sont plus dans la politique politicienne et l'apparence que sur le terrain de la compréhension de l'intelligence artificielle, de ce qui arrive dans le futur, et de la nécessaire urgence de réformer le système français et européen. Comment on fait pour faire bouger les lignes ? Est-ce que c'est possible de faire bouger les lignes ? Est-ce qu'on est condamné à subir ? Par les élections ? Est-ce que la proposition actuelle... En 2027, ouais. Il ne faut pas voter pour un candidat qui n'est pas un bon spécialiste de l'IA. Et je ne dis pas voter à droite, voter à gauche, voter au centre. Je dis, il ne faut plus voter pour des gens qui sont des burnes en IA. Et donc en 2027, tu prends les candidats à la présidentielle et tu rayes tous ceux qui ne connaissent pas bien l'IA. Tu as parmi les candidats à la présidentielle des gens qui n'ont jamais touché ChatGPT. Beaucoup. Oui, beaucoup. Qui n'ont jamais réfléchi aux conséquences de l'IA sur l'économie, sur la société, sur le travail. Ces gens-là, il faut les blacklister. Il faut les blackbouler. Ça, c'est la façon la plus intelligente d'agir quand on est un citoyen qui s'intéresse à son avenir et à l'avenir de ses gamins et à l'avenir de la France. Il faut bloquer l'arrivée à l'Élysée des burnes technologiques. Le monde va tellement être impacté par la technologie que d'avoir des gens qui n'y comprennent rien est suicidaire. Donc les candidats à la présidentielle qui sont des burnes en IA, soit ils se forment, soit on ne vote pas pour eux. Et ils ont 2 ans pour prouver qu'ils comprennent le sujet. Et d'écrire un article dans la presse qui a été écrit par leur nègre habituel, c'est pas le sujet. Ils peuvent écrire 1000 articles, enfin leurs nègres habituels peuvent écrire 1000 articles sur l'IA, c'est pas ça. Il faut qu'ils en aient une connaissance du sujet, et elle passe par une utilisation. Parce que ce que j'ai vu dans le monde politique, c'est que les gens n'y comprennent rien parce qu'ils n'ont jamais utilisé l'outil. Et donc ils n'en voient pas la puissance. Quand tu n'as jamais utilisé Deep Research chez ChatGPT, tu ne comprends pas que l'IA est capable en quelques minutes de te faire un rapport d'analyse stratégique
qu'un junior chez McKinsey ne ferait pas en une semaine. Et tu ne vois pas les conséquences sur le marché du travail à l'horizon 1, 5, 10 et 50 ans. Et c'est maintenant qu'on doit réorganiser la société face aux nouvelles formes d'intelligence artificielle. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si on veut agir, il faut le faire en décapitant la classe, décapitant au sens figuré du terme, bien sûr, la classe politique technophobe. Et il faut les sanctionner par le vote. On peut voter à droite, on peut voter à gauche, on peut voter au centre. On peut pas voter pour une nullité technologique aujourd'hui. C'est plus possible. Et il y en a beaucoup. Je crois vraiment que c'est le principal levier. Il n'y a que ça qu'ils vont comprendre. Il faut lancer un mouvement. Vous êtes nul en IA, eh ben, on ne vous soutiendra pas à la présidentielle. Le problème, c'est que les gens qui votent, c'est les vieux. Et c'est les jeunes qui comprennent l'IA. J'ai 65 ans et je comprends l'IA. Il n'y a pas une malédiction. C'est un peu une exception quand même. Il n'y a pas une malédiction du vieillard. Alors, je suis plus proche d'Orpea que de la prime jeunesse, on est bien d'accord, mais j'ai fait l'effort d'étudier un peu le sujet. N'importe qui est capable de se mettre à l'IA et d'en acquérir une culture générale et de comprendre les impacts qui vont en émerger. J'espère que ça va arriver. Sauf quand tu es complètement gâteux, en travaillant un peu le sujet, on comprend les grands enjeux. Ouais, mais tu as une différence entre comprendre que ChatGPT c'est bien et ça permet des gains de productivité, et comprendre la potentielle menace, ou en tout cas le changement de paradigme qui arrive, qui est quand même... Oui. Évidemment, le degré de compréhension des enjeux va être différent d'un individu à l'autre. Mais tout le monde, ou quasiment tout le monde, peut utiliser l'outil pour comprendre les enjeux et pour voter en conséquence, puisque le prochain président de la République va être le président qui va gérer l'arrivée de ce qu'on appelle l'AGI, de l'intelligence artificielle générale supérieure à l'intelligence humaine. C'est un moment singulier dans l'histoire de l'humanité. La préparation de la France au monde qui vient, elle va beaucoup dépendre de l'adaptation au choc technologique et donc de la capacité de la future équipe dirigeante d'absorber le choc et de permettre à la société d'absorber un choc qui va être assez violent, hein, je le répète, pour les classes moyennes et les classes populaires. Donc il faut une vraie réflexion. Et sortir des poncifs technologiques nuls ne suffira pas à adapter notre pays et notre continent à ce qui arrive. Est-ce qu'il ne faut pas un chef d'entreprise, un technicien, comme Niel? J'ai l'impression que Niel, en ce moment, il revient sur le devant de la scène. Je ne sais pas ce qu'il cherche. Alors, je ne sais pas s'il faut un chef d'entreprise à la tête de l'État. Moi, j'ai profonde admiration pour Xavier Niel. Hein. Je ne suis pas actionnaire de Free, j'ai aucun lien avec Xavier Niel, mais j'ai beaucoup d'admiration pour Xavier Niel. Et effectivement, je pense que s'il avait des responsabilités politiques, ça ferait du bien et ça mettrait un certain pied dans la fourmilière. Et s'il se présentait à la présidentielle de 2027, il est probable que je voterais pour lui. J'ai l'impression qu'il sort du terrier en ce moment. Il commence à apparaître sur des choses qu'il ne faisait pas avant. Oui, alors, il ne m'a pas fait de confidence sur sa stratégie politicienne. Il sera peut-être là un jour, j'espère. Mais je te le répète, s'il se présentait, il aurait probablement aujourd'hui ma voix. Très bien. Je te remercie beaucoup, c'était très dense. J'espère que les gens qui nous regardent ont apprécié. N'hésitez pas à réagir, à poser vos questions. Je vous rappelle qu'on est sur YouTube et toutes les plateformes de podcast. On va essayer de digérer tout ça, on va essayer de se préparer, on va essayer de faire de la culture générale en attendant le choc. Laurent Alexandre, merci et à bientôt. Merci beaucoup.